voilà, Ouais. n'hésitez pas à utiliser la conversation pour poser des questions. Je vais vous présenter le programme et il y a des chapitres et je pense que ça peut être intéressant de poser les questions et de faire, un point, un moment d'échange, à la fin de chaque partie. Donc Ouais. ça va être séparé en 2 temps. On va avoir une première partie où on va parler exclusivement de fromagerie, avec une orientation toujours sur le lait de brebis et l'idée, c'est de rentrer pas trop dans la fabrication, dans la technologie de fabrication, mais vraiment les grandes lignes et plutôt un axe, équipement, avantages, inconvénients que transformation et technique. Donc pour la partie fromagerie, on va commencer par parler de classification et ensuite on rentrera du coup dans les grandes familles. Il y en a 4 qu'on va, décortiquer aujourd'hui. La première sur les fromages lactiques. Ensuite, on va parler des pâtes molles, des pâtes pressées et on terminera par la brousse en fromagerie. Donc après, par exemple, avoir parlé des lactiques, ça peut être bien de répondre à toutes les questions qui seront posées à ce moment-là. Deuxième temps, on va parler des produits laitiers frais. On va commencer par la commercialisation de lait cru et de lait pasteurisé destinés à la consommation humaine. On parlera également beurre et crème au lait de brebis. On parlera ensuite, des produits laitiers fermentés, donc principalement yaourt et toutes les déclinaisons qu'on peut avoir et enfin la catégorie un petit peu autre, donc c'est les produits laitiers non fermentés et dedans on va retrouver principalement les desserts lactés et les glaces, au lait de brebis. Alors, si on débute par, la fromagerie, on va commencer par, voir la classification et une première qu'on peut retrouver, c'est la classification qu'on donne pour les consommateurs. Donc ça, c'est des affiches qu'on va retrouver pour le grand public. À chaque fois, je vous ai mis les liens si vous voulez justement retrouver, ces affiches et les fiches techniques que je vous présenterai. Et donc, celle-ci, elle avait l'avantage de parler des différentes catégories de fromages. Donc vous retrouvez une catégorie sur les fromages frais, les pâtes molles. Ensuite, on faisait une distinction en fonction du type de croûte. On retrouvait des croûtes naturelles, fleuries, principalement blanches et aussi une famille avec des croûtes lavées. Une famille sur, les pâtes pressées non cuites et une autre sur les pâtes pressées cuites. Les pâtes persillées, les fromages de lactosérum. On avait également une catégorie sur les pâtes fondues, donc là, ça va ressembler plutôt à de la cancoyote. C'est des produits qu'on n'a pas forcément, beaucoup à la ferme et encore moins au lait de brebis. Et enfin, une dernière catégorie sur les pâtes filées. Là aussi, pas beaucoup d'exemples, au lait de brebis. Les fromages de lactosérum, tu as quel exemple, à nous donner? Alors ça va être la brousse. De la brousse, OK. Ouais. Et dans cette catégorie-là, on va pouvoir avoir, la brousse fabriquée à partir de lait et la brousse fabriquée à partir de lactosérum. L'avantage de cette classification, c'est qu'on ne faisait pas de distinction en fonction du type de lait. Parce qu'on peut retrouver des fois des classifications pour le consommateur avec la famille des fromages de chèvre. Et en réalité, on peut faire tous ces fromages avec n'importe quel lait, que ce soit du chèvre et de la brebis. Donc c'était son intérêt. Ensuite, on peut, se pencher sur une deuxième classification qui sera plus adaptée pour les professionnels. C'est de venir les, séparer en fonction de la fabrication et du temps qu'on va passer, en atelier. Donc on retrouve cette fois-ci la classification dite de Le Noir et on va venir, classifier les fromages en fonction du procédé de fabrication qu'on applique. Et donc on a une catégorie qu'on ne voyait pas dans la précédente classification, qui est, les fromages lactiques. Et en fait, cette séparation, on l'obtient par, l'obtention du gel. Il y a 2 grandes façons d'obtenir un gel en fromagerie, quel que soit le lait. C'est la voie présure et la voie lactique, avec une acidification de notre lait. Et donc les fromages lactiques, ça va être un gel qui est obtenu avec un petit peu d'ajout de présure, mais principalement la fermentation et l'acidification de notre lait. Donc dans cette famille-là, on va avoir un temps de coagulation qui va être relativement long. On est aux alentours de 24 heures pour obtenir un gel. Et derrière ce gel-là, on peut choisir de l'égoutter.
Et ensuite de l'affiner ou non, on va avoir du coup différents types de produits. Donc pour, les fromages lactiques non affinés, on va retrouver les faisselles, les fromages blancs, tout ce qui est, tartinable, aillé Finder, serbe dans cette, catégorie-là. Et on peut également choisir, dans cette famille-là de faire un affinage sur ces fromages et là, on va retrouver, beaucoup de fromages justement dans la catégorie des chèvres, affiné, le picodon, le cabécou. Si on quitte aussi le fromage de chèvre, on peut avoir du Saint-Marcellin, tous les lactiques, affinés. Pour, la seconde catégorie, cette fois-ci, on va obtenir une coagulation par voie présure. Donc on va avoir une coagulation qui va être plus rapide. Entre le moment où on met notre présure dans notre lait et le moment où on obtient un gel, il va peut-être se passer 1 heure, pas plus. On a du coup une catégorie avec les fromages à pâte molle. Cette fois-ci, on va avoir un travail dans notre cuve qui va être, assez lent. On va avoir peu de sérum qui va être expulsé dans notre cuve et on peut retrouver en fonction du type d'affinage qu'on fait, différentes catégories. Donc on va retrouver les pâtes molles à croûte fleurie comme notre camembert, notre péraille aussi. On va avoir des croûtes lavées et on va également avoir les pâtes persillées qui sont retrouvées dans cette catégorie-là, avec cette fois-ci un développement interne de notre pénicillium. Ensuite, dans cette classification et toujours avec, la voie présure, on retrouve la grande famille des pâtes pressées, avec en fonction du travail en cuve, des fromages qui vont être plus ou moins humides et qui vont se conserver plus ou moins longtemps dans le temps. Donc on va retrouver dans les pâtes pressées non cuites avec, tout un type d'affinage qu'il est possible d'avoir donc, là aussi des croûtages naturels ou des croûtages, lavés. On a également une catégorie un peu spécifique des fromages, qui sont, broyés. Donc on va obtenir une texture assez particulière, un peu plus granuleuse qu'on va avoir dans le Cantal, le Salers, qui est lié justement à cette étape de broyage de notre fromage. Et enfin, la dernière catégorie où on a réchauffé en cuve notre fromage, qui a pour but du coup de l'égoutter un petit peu plus, la famille des pâtes, pressées cuites avec là des affinages qui vont être, plus longs. Donc ce qu'il est intéressant de noter, c'est que pour le lait de brebis, on va avoir la possibilité de fabriquer tous ces types de fromages, sans difficulté. Hop, je poursuis et du coup, on rentre dans la première catégorie. On va cette fois-ci parler donc des fromages lactiques. On commence en parlant du coup de la diversité qu'on peut avoir sur ces fromages. Donc là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à partir d'une même cuve, on peut obtenir d'une palette qui est, assez importante et du coup, c'est intéressant d'un point de vue de diversification parce que pour un producteur, il va pouvoir à partir d'une même cuve, faire avoir, un stand sur, ses marchés qui est assez dense et coloré. Si on regarde sur, les cahiers lactiques non affinés, donc on va pouvoir faire des faisselles, des fromages blancs. On a également des fromages, aromatisés qu'il est possible de faire avec différentes textures. On peut avoir des fromages frais qui sont assez humides et du coup qui vont se vendre en pot et on peut en avoir des un petit peu plus, égouttés aussi. Dans ces cas-là, on retrouverait des palets, ce serait possible de les vendre, en vrac et à la pièce. On peut choisir également ces fromages-là de les affiner et là, il y a, toute une palette d'affinages qu'il est possible de faire, donc avec des fromages qui sont vendus frais, d'autres qui seraient crémeux, demi-secs, secs. On peut également jouer sur la taille de ces lactiques-là. Donc ce qui marche bien en ce moment, ça va être les bouchons apéritifs. Donc c'est des petits, dés à coudre qui vont faire, une quinzaine de grammes. On peut également faire, des tomes un peu plus grosses, ça peut monter facilement jusqu'à 2 kilogrammes sur ce format-là, avec forcément un affinage qui sera plus long. La possibilité également sur cette croûte de venir la cendrer. Donc là, on va retrouver une teinte, plus sombre qui va venir se développer, sur notre fromage. Et enfin, la possibilité d'aromatiser ces fromages lactiques, donc différentes solutions pour les aromatiser. On peut le faire, en enrobage
On peut également mettre des inclusions et des insertions d'épices à l'intérieur de notre fromage, donc ça va être possible de facilement étoffer la gamme. Si on regarde maintenant la fabrication de nos fromages lactiques, donc on commence par, notre lait de départ. Alors nous, on travaille principalement au lait cru, mais c'est pas obligatoire et on sait très bien faire ce type de fromage à partir de lait, thermisé ou pasteurisé. Ensuite, on va venir rajouter nos ferments et notre présure et on va avoir une acidification, une coagulation qui va être, relativement longue. On va mettre en moyenne 24 heures à température ambiante pour obtenir notre gel. Donc vous avez ici sur les, 2 premières photos, le gel qui est obtenu donc, avant moulage, donc qui a justement la bonne fermeté pour pouvoir être transformé. Donc on voit à ce stade-là qu'on a, l'apparition de sérum et si on fait et on prend une boule de caillé, on a quelque chose qui a, de la fermeté et qui va rester en moule. Une fois que le gel est obtenu, on va venir, l'égoutter. Il y a différentes façons de faire à ce stade-là. On peut choisir de l'égoutter traditionnellement en moule. On peut choisir également de l'égoutter dans des sacs, dans des toiles. On a également la pratique qui est assez répandue en région PACA de venir les broyer, ce gel avant le moulage. Le fait de broyer ces cahiers-là, ce qu'on a observé, c'est que ça nous permettait d'obtenir un petit peu plus d'humidité à l'intérieur de notre fromage et c'était intéressant du coup pour avoir des fromages qui, par la suite devenaient crémeux. Une fois que le fromage, est moulé, on va avoir différents retournements en moule. On va également pouvoir les saler, ces fromages-là en moule et 24 heures plus tard, on va pouvoir les démouler et les laisser, débuter l'affinage, généralement dans la salle de fabrication. C'est l'étape qu'on appelle du réessuyage et pendant ce réessuyage, ce qu'on observe, c'est qu'on a un développement de la flore, donc de la croûte de notre fromage et on a également un fromage qui continue à sécher avant l'entrée en cave. Ensuite, ces fromages-là vont, pouvoir passer en cave et en fonction du type d'affinage qu'on va avoir, ça va durer plus ou moins de temps et on va avoir des taux d'humidité aussi qui seront, différents en fonction du type de fromage qu'on veut, avoir. Alors ensuite, ce qui était intéressant pour vous, c'est de vous présenter, des rendements pour derrière, savoir quelle quantité de fromage on allait pouvoir obtenir avec, 100 litres. Donc là, c'est un exemple concret qu'on a obtenu dans notre fromagerie, expérimentale à Carmejeanne. Donc c'était, pour l'exemple, un lait de brebis avec un taux de matière grasse, on était à 65 grammes par kilo et un taux de protéines à 55 et avec 100 litres de lait, du coup, on obtenait 43 kilos de fromage frais au démoulage, ce qui représentait 250 fromages avec un poids moyen de 170 grammes et c'était un format de fromage de 8 centimètres. Derrière, ce qu'il faut avoir en tête sur le rendement, c'est que, pendant l'affinage, les fromages vont continuer à s'égoutter et donc du coup, les rendements vont bien diminuer. Donc, pour un affinage demi-sec, on obtenait un rendement qui était cette fois-ci de 27. Alors ensuite, l'intérêt, c'était de voir sur cette technologie, du coup, les avantages et les inconvénients pour le producteur et justement, ce serait intéressant d'avoir vos retours, sur ces différents points. Alors si on parle du temps de production nécessaire pour faire ces fromages lactiques, c'est, du coup, il y a une échelle qui va de 1 à 3. Le temps de production, il est assez long. On est à 3/3. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production, en fait, elle va s'étaler sur, plusieurs jours et tous les jours, on va avoir une petite étape, qui va nous prendre du temps et derrière, on va également aussi avoir beaucoup de matériel à nettoyer, donc que ce soit, les moules, les seaux et c'est du matériel également qui va être, relativement gras, collant et on va mettre du temps à faire des trempages et à venir nettoyer correctement le matériel. Donc ça prend quand même du temps de produire ces fromages-là. Derrière,
On a également beaucoup de moules à sortir, donc on va avoir besoin d'une salle de fabrication qui soit assez grande avec, de gros besoins au niveau de la table d'égouttage avec, des fromages qui vont s'égoutter, voilà, pendant 24-48 heures sur la table, donc tout de suite ça prend de l'espace. Ensuite, en termes d'équipements nécessaires, c'est des équipements qui sont pas forcément très onéreux. En tout cas, au démarrage, on peut commencer avec pas grand-chose. À minima, on va avoir besoin d'une bassine, d'une louche et de moules de grille, donc c'est pas forcément très onéreux de commencer. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de s'équiper pour réduire la pénibilité et de gagner en efficacité, sur la fabrication des lactiques. Donc là, il y a une fiche technique qui avait été faite justement par Lidl sur, le recensement de tout le matériel et des techniques, sur, les fromages lactiques. Donc c'était pas spécifique au lait de brebis, mais ça s'y prête bien, et les exemples sont toujours valables. Et donc moi, j'ai sorti, 3 exemples qui permettaient de gagner, beaucoup de temps sur cette étape de fabrication des lactiques. Le premier, ça va être, d'avoir un répartiteur. Donc vous avez une photo, du répartiteur, sur, la présentation. Donc c'est la partie en inox que vous avez et en fait, ce plateau en inox, il peut se mettre sur des moules individuels. Donc c'est pas forcément très très onéreux et ça nous permet de reverser notre seau sur le répartiteur et ensuite de venir mou répartir le fromage donc avec une raclette et donc du coup, ça évite de venir, mouler en 2-3 coups de louche et d'éviter du coup les gestes, du poignet. Ensuite, en termes d'équipement, ce qui peut être intéressant, ça va être, les blocs moules. Donc vous avez une photo, en bas sur la présentation. Donc là, l'intérêt, c'est que les moules sont reliés les uns aux autres. On peut aussi avoir un répartiteur pour faciliter le moulage et là, c'est toute la partie retournement et démoulage qui va, se faire, plus rapidement. Et enfin, une dernière technique qui, cette fois-ci, elle mérite de rien coûter. C'est une technique qui est pas forcément très connue et pourtant elle est efficace. Ça va être et c'est uniquement vrai pour les fromages lactiques, de saler le lait de départ, ce qui nous évitera de le faire par la suite. Donc on va venir, saler notre lait, agiter et bien dissoudre le lait et puis après on va pouvoir mettre nos ferments et la présure et la fabrication, elle va se passer, sans beaucoup de modifications, comparé à un lait non salé. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas besoin de le faire par la suite et le salage, c'est une étape qui est, qui prend du temps et puis qui nécessite un savoir-faire. Donc c'est peut-être une étape qu'on a du mal à déléguer, à des salariés ou un stagiaire, donc c'est intéressant de s'y mettre. Ensuite, un autre point à aborder, c'est si cette technologie-là, elle s'avère, adaptée au fait de reporter son lait. Donc ce que j'entends moi par le report de lait, c'est, le report en tank du lait, donc avant transformation. Donc c'est pas forcément les lactiques qui sont, une bonne solution pour reporter le lait, parce qu'en fait, ça va pas beaucoup faire évoluer la charge de travail. Qu'on transforme 2 fois 50 litres ou une fois 50 litres, ça va être le même nombre de moules à nettoyer, les, le même temps à mouler, donc derrière, on n'a pas forcément de gain de temps de travail et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que le report au froid avec, le refroidissement du lait, ça va avoir un impact, défavorable de la microbiologie du lait et ça peut impacter l'acidification et la bonne réussite de nos cuves. Donc à faire, mais c'est pas l'idéal si on veut gagner du temps en fromagerie. Alors ensuite, un point intéressant également, c'est, la difficulté pour un débutant. Je l'ai estimé intermédiaire à 2/3. C'est, une technologie qui est accessible. Après, si on veut faire des fromages crémeux et réguliers, ça va être un petit peu plus difficile comme fabrication. Derrière, en termes de conservation de ces produits-là, ça va être très variable en fonction de l'humidité du fromage. Donc si on est sur des fromages, jaunes ou plus affinés, on ne va pas les conserver, en même temps en cave et derrière le consommateur chez lui.
Donc sur cette grande famille-là, on avait les fromages qui étaient non affinés. Donc là, la filière recommande d'apposer une DLC sur ces produits-là et elle recommande d'être égal ou inférieur à 15 jours. Derrière, si c'est des fromages qui sont affinés, même s'ils sont jeunes, on recommande de mettre une DDM et dans ces cas-là, c'est au producteur de définir la date de durabilité minimale. Et là aussi, ça va dépendre de l'humidité du fromage. Donc ça va osciller entre 2 semaines et peut-être 6 mois pour un fromage lactique en fonction de sa quantité d'eau. Derrière, les astuces, surtout pour des débutants, ça va être de vendre les fromages jeunes. Ça nous permet derrière de diminuer le temps de travail et le temps d'affinage. Ça va du coup éviter d'avoir des accidents, peut-être du mucor, des taches grises qui se développent sur nos fromages. Je recommande aussi d'éviter l'affinage crémeux. C'est un affinage qui est souvent sollicité par les consommateurs, mais c'est celui qui est le plus difficile à réaliser. C'est celui qui va demander à être consommé aussi rapidement, donc ça peut être intéressant de vendre les fromages le plus frais possible. Comme ça, derrière, le fromager, s'allège un peu de charge mentale dans l'atelier. Autre point que j'avais soulevé aussi, c'était dans sa gamme, le fromage blanc. Ça peut être un fromage qui fait doublon avec les yaourts. Le consommateur, et surtout en lait de brebis, voit pas forcément la différence entre un fromage blanc et un yaourt. Donc ça peut être intéressant de ne pas proposer ce type de produit. Hop. Je vais terminer pour la partie des lactiques. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en avait une, mais du coup, qui était pas sur les lactiques. En fait, c'était au démarrage. Une question par rapport à ce que tu as présenté au démarrage. Entre pâte pressée cuite et non cuite, quelle est la différence de température? Alors, sur les pâtes pressées non cuites, il ne faut pas dépasser la température du lait. Donc, on a tendance à dire 40 degrés. On reste en dessous des 40 degrés. OK. Dès qu'on passe au-dessus des 40 degrés, on change de famille et on a les demi-cuites. Là où on est en moyenne à 45 degrés et ensuite on a les pâtes pressées cuites où là on va tourner aux alentours des 50-53 degrés. Et il y a une autre question, dans quelle classification rentre le lait thermisé? Le lait thermisé, il va pas rentrer dans une classification. C'est un traitement de notre matière première et donc tous les fromages que je vous ai présentés, on peut les faire au lait cru, thermisé ou pasteurisé. OK. N'hésitez pas à allumer vos micros si vous avez d'autres questions sur, sur cette première partie. Donc moi j'ai juste une question sur le clarinal, sur la différence entre yaourt et fromage blanc. Est-ce que c'est plus intéressant de faire, du coup du fromage blanc en termes d'investissement? Est-ce que c'est moins lourd, mais en même temps il y a besoin peut-être de plus de matières premières? Enfin quel est, voilà, le plus avantageux? Moi, je répondrais que c'est plus intéressant de faire des yaourts. Effectivement, le rendement, il est presque de 100. Avec 1 litre de lait, on va produire 1 litre de yaourt, alors que le fromage blanc, on a une petite perte de lactosérum. Et derrière, comme vous l'avez dit, il y a pour les yaourts le besoin d'avoir une étuve. Mais c'est un équipement qui s'amortit assez bien. Et puis les yaourts de brebis ont quand même une bonne cote. En tout cas, en région PACA, les producteurs font plus le choix du yaourt que du fromage blanc. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on continue? A priori, on peut continuer. Ouais. Ça marche. Alors, on passe cette fois-ci à la famille des pâtes molles. Donc, la différence entre pâtes molles et lactiques, c'est que les pâtes molles, on va avoir une coagulation qui va se faire plus rapidement, au bout d'1 heure contre 24 heures sur les fromages lactiques. Donc pâtes molles, si on regarde donc la classification, donc
On a des pâtes molles sans croûte. Donc là, on va retrouver la feta au lait de brebis qui va s'affiner du coup dans une saumure, donc une solution salée. On va également avoir sur les croûtes fleuries donc notre péraille au lait de brebis avec une croûte blanche. Et sur les croûtes lavées, on va retrouver quelques exemples au lait de brebis, cette fois-ci en Corse, avec le gnolo qui va être légèrement lavé pendant l'affinage. On a également sur cette famille des pâtes molles les bleues, donc c'est une pâte molle avec derrière un développement interne de moisissure. Et nous, ce qu'on va retrouver principalement au lait de brebis, ça va être le bleu qui se développe dans des cavités, donc dans des trous qu'on a volontairement créés pendant la fabrication. Et donc là, on va retrouver dans cette famille-là le très célèbre Roquefort au lait de brebis. J'en profite également pour parler de la famille des caillés doux qui rentre complètement dans la famille des pâtes molles. Les caillés doux, c'est un terme qu'on va retrouver qui fait du coup opposition à la fabrication des fromages lactiques avec une douceur dans le lait de la fabrication aussi. C'est un fromage qui est très peu fermenté et acidifié. C'est pour ça qu'on va retrouver ce nom-là. Et du coup, le pérail, c'est typiquement un caillé doux. En région PACA, on a 2 produits qui sont spécifiques dans cette famille-là. On va retrouver la tome d'Arles. Donc c'est le fromage que vous voyez avec une feuille de laurier dessus. On a également d'autres aromates qui viennent se déposer dessus. Donc c'est un fromage qui est vendu relativement jeune. On n'a pas beaucoup de croûte qui est développée. Et on a également la tome à l'ancienne qui est un caillé doux également au lait de brebis. Alors là encore, on va regarder sur la fabrication de ces fromages. Donc le diagramme de fabrication qu'on va voir, il va être commun pour toute la famille des fromages enzymatiques. On va avoir des particularités, mais la trame et les grandes étapes vont être communes. Donc on va commencer avec notre lait, cru, thermisé ou pasteurisé. On va avoir une maturation, donc c'est le fait d'introduire des ferments et de les laisser travailler dans notre lait. Et ensuite, on va pouvoir ajouter notre présure. La spécificité des fromages enzymatiques, c'est qu'on va avoir un temps de coagulation qui va être relativement court. Ça va mettre en moyenne moins d'1 heure entre l'obtention du gel et l'ajout de la présure. Et ensuite, ce gel, on va pouvoir le travailler en cuve. Donc ça va commencer par une étape de décaillage. Donc on a ici la deuxième photo, une lyre dans notre cuve où on vient former des grains, des cubes de caillé. Et ensuite, en fonction des caractéristiques du fromage qu'on veut avoir, on va l'égoutter plus ou moins intensément dans notre cuve. Donc on va avoir une alternance de phases de brassage, de chauffage et de repos qui vont toutes avoir comme fonction d'égoutter notre grain dans la cuve. Ensuite, on va venir mouler nos fromages. Et la différence du coup avec les fromages lactiques, c'est que le gros de l'acidification va se faire en moule, alors que sur les fromages lactiques, l'acidification, elle se faisait donc avant moulage. Les fromages vont rester en moule au minimum 4 heures et ensuite, soit 4 heures plus tard, soit le lendemain, on va pouvoir les démouler, les saler. Une fois qu'ils sont salés, on va pouvoir les affiner plus ou moins longtemps en cave. Pour la fabrication des pâtes molles, du coup, on va observer un rendement moyen au lait de brebis qui est aux alentours de 25 kg de fromage affiné pour 100 litres de lait. Derrière, ces pâtes molles-là, on a un temps de production qui est là aussi assez élevé. On va avoir beaucoup de matériel, là encore, à nettoyer avec forcément des petits moules et des petits fromages. Et on a toute notre fabrication qui est regroupée sur un jour. Entre le lait et le moulage, tout va pouvoir se faire dans la matinée, donc ça prend plus de temps. Derrière, en termes d'équipement nécessaire, ça va être important. On va avoir besoin d'une cuve ou d'une bassine, de différents moules. Et derrière aussi, ce qui peut être un frein pour la fabrication des pâtes molles, ça va être l'affinage.
avec un besoin d'une cave d'affinage qui est performante et surtout humide. C'est des fromages petits, donc ils vont, si la cave n'est pas humide, dessécher rapidement. Derrière, la taille de la salle de fabrication, elle doit être aussi importante. On a des fromages en moule qui vont prendre beaucoup de place aussi sur la table d'égouttage. Ça va être une technologie qui n'est pas forcément bien adaptée au report de lait. Là, contrairement à la fabrication des fromages lactiques, ça va réduire le temps de travail de transformer de grands volumes. C'est-à-dire que si je transforme une cuve de péraille, c'est plus intéressant pour moi de transformer un grand volume de 100 litres que 2 fois 50 litres sur 2 jours. Ça me réduit considérablement mon temps de travail. Par contre, la difficulté est dans cette famille-là, ça supporte pas la médiocrité microbiologique. On va avoir besoin de lait de super qualité microbiologique et du coup, le report, ça peut être négatif et être un frein pour la fabrication. Derrière et à mon sens, les pâtes molles, c'est peut-être les fromages qui sont le plus difficiles à faire et à réussir et à être réguliers aussi. Donc ça peut être bien de ne pas commencer par cette technologie-là quand on débute, quand on s'installe. C'est des fromages aussi qui vont être exigeants pour la conservation. À partir du moment où le fromage est prêt à être dégusté, qu'on a le crémeux, il va falloir être consommé rapidement et vendu rapidement aussi. Ensuite, quelques particularités sur les pâtes molles. On va commencer par la feta. Donc la feta, c'est une pâte molle qui est affinée dans la saumure. Donc la feta, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un AOP grec et donc du coup, le nom va être protégé. Vous allez pouvoir en faire en France, mais il va falloir changer de nom. Donc là, il y a un exemple en région PACA où ils ont appelé ça la fête à Saint-Genier, qui est le nom du village pour détourner la réglementation. C'est un fromage qui est très intéressant pour les producteurs parce que c'est adapté au report de lait. On va avoir des affinages qui sont relativement longs entre le moment où on transforme le lait et la consommation. Donc on peut faire durer l'affinage entre 2 et 6 mois, ce qui nous permet d'absorber le pic de lactation et puis quand l'été on a la demande de ressortir tous les fromages qu'on a fait 2 à 6 mois plus tôt. Et le gros avantage aussi de cette technologie-là, c'est que l'affinage se fait dans une saumure. Donc on va pas avoir de croûte à gérer et tout va s'affiner donc dans des bidons, dans des seaux. Et ces seaux-là, on peut choisir de les mettre dans des caves. Et derrière, on entend souvent l'idée d'avoir une cave par type de croûte pour éviter les contaminations croisées. Bah là, le fait d'être en seau, bah, le fromage, il est protégé et on peut le mettre facilement dans une cave à tome grise, par exemple. Il n'y aura pas de contamination sur la feta. Donc, c'est intéressant si on manque un peu de place et surtout de diversité dans nos caves. Il y a également pas beaucoup de soins à apporter pendant l'affinage de ces fromages-là. Ce qu'on va devoir faire, nous, régulièrement, ça va être de changer la saumure par une saumure neuve. Donc, ça va dépendre, mais on va peut-être le faire tous les 10 jours ou toutes les 3 semaines, un changement de saumure, ce qui n'est pas énorme comparé à d'autres technologies. Et ensuite, peut-être les freins pour la fabrication de feta, c'est que derrière, c'est un fromage qui va sécher rapidement s'il n'est pas vendu dans sa saumure. Et si on choisit de le vendre en saumure, ça va être de se creuser un peu la tête sur le conditionnement, parce qu'il faut un conditionnement étanche, donc soit en barquette, soit en pot en plastique ou en verre pour vendre à la fois le fromage et sa saumure. Donc ça veut dire de passer du temps à conditionner le fromage avant de faire la vente. On a vu également dans la classification que le bleu était une pâte molle avec des moisissures internes. Donc les particularités du bleu comparé aux pâtes molles qu'on a vues précédemment, c'est qu'on va avoir un travail et une fabrication qui va être encore plus longue que les pâtes molles qu'on a vues précédemment. Ça va se traduire de 2 façons. La première, c'est que le jour même de la fabrication, on va avoir un travail qui va être plus long.
On va avoir une étape qui s'appelle le coiffage du grain. On va former une pellicule à la surface de notre grain qui va justement permettre d'obtenir des cavités et les trous dans notre fromage. Et pour obtenir justement ce coiffage, ça va nécessiter du temps avec des phases d'alternance, de repos et de brassage. Ce qu'il faut noter également pour la fabrication de ces fromages-là, c'est les soins à l'affinage qui vont être aussi un petit peu plus exigeants. On va avoir entre 1 à 3 piquages de notre fromage. Donc le piquage, vous avez une première photo où on voit effectivement les pics qui viennent oxygéner les cavités formées. Et on va également avoir un plombage, donc c'est le fait de mettre une feuille d'étain ou un papier aluminium en surface de notre fromage justement pour arrêter d'oxygéner les cavités de notre bleu. Donc tous ces soins à l'affinage font que c'est quand même du travail de faire des bleus. Et puis le piquage, tous les producteurs ne sont pas forcément équipés et mécanisés, mais ça prend du temps et c'est aussi physique de piquer les bleus. Derrière, le bleu, c'est pas forcément un fromage qui est beaucoup répandu sur les petites exploitations qui sont diversifiées. Il y a pas mal de producteurs qui craignent d'introduire du bleu dans la fromagerie avec des histoires de contamination d'ateliers. Et finalement, on se rend compte que une fois qu'on a les locaux et les caves qui sont bien organisés, ça pose pas de difficulté de faire du bleu et des lactiques dans l'atelier de fabrication. Mais c'est une crainte qu'ont les producteurs et je pense que du coup, c'est un frein pour pas avoir beaucoup de bleu de brebis dans les ateliers fermiers. On arrive au bout de la partie sur les pâtes molles. Est-ce qu'il y a eu des questions Alors, oui, il y en a eu 2 dans la conversation. Ah non, il y en a une qui a été il y en avait 2 tout à l'heure, non? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Donc c'était une question sur quelle est la différence entre la présure et le ferment? Oui. Alors les ferments, c'est les micro-organismes. C'est assez vaste du coup comme domaine. En fromagerie, on va retrouver des ferments dans un premier temps qui sont acidifiants pour justement avoir la fermentation et l'acidification de notre lait. Ensuite, on va avoir des ferments d'affinage, donc ce sera différents types de micro-organismes. On peut avoir des bactéries, des levures, des moisissures qui, elles, vont participer du coup à l'affinage, à la texture et à la développement d'arômes. Et ensuite, donc ça, c'est pour toute la partie ferment. Et ensuite, la présure, donc c'est un cocktail, une solution et un cocktail enzymatique. Donc la présure, c'est un nom qui est dédié aux enzymes enfin, aux solutions coagulantes qui sont extraites des caillettes des animaux non sevrés. Donc l'idée, c'est que les animaux non sevrés ont toutes les enzymes qui permettent une bonne digestion des protéines du lait maternel. Et donc, c'est ces enzymes-là qui nous permettent également de digérer les protéines et d'obtenir un gel. Donc, c'est 2 choses qui sont complètement différentes et indépendantes. Un bon exemple pour ça, c'est qu'on a la possibilité d'obtenir un gel uniquement à partir de présure, sans fermentation. Est-ce que c'est des produits laitiers qui vous parlent? Un produit laitier plutôt frais qui est fait uniquement à partir de présure, sans fermentation. On a le pélardon, non? Le pélardon, il y a une petite acidification et Parce que fermentation. tout le monde ne met pas des ferments, il y en a qui font rien qu'avec de la présure. Alors effectivement, ils ajoutent pas des ferments, mais par contre, ils travaillent avec du lait cru. Donc Oui. du coup, il y a les ferments qui sont arrivés grâce au lait cru. D'accord. Ouais. C'est l'exemple des laits emprésurés. C'est des fromages, peut-être que vous connaissez la marque Saint-Malo, qui Ah propose des oui, laits emprésurés. c'est Malo, ouais. Oui, OK. Et donc ça, on peut en retrouver aussi à partir de lait de brebis. C'est un lait pasteurisé, derrière une petite goutte de présure et ça nous permet d'obtenir un gel.
sans fermentation. Ok. Et ensuite, le contre-exemple pour les produits 100% acidifiés, un gel obtenu sans ajout de présure, ça va être les yaourts. Les yaourts, c'est uniquement les bactéries lactiques du yaourt qui nous permettent d'acidifier notre lait et d'obtenir un gel. À aucun cas, on met de présure ou de coagulant dans notre yaourt. Ok. Il y avait une autre question. Est-ce qu'on trouve beaucoup de feta en transformation fromagère fermière? On n'en trouve pas beaucoup. Non. J'ai l'impression que moi, les producteurs n'aiment pas trop ce fromage-là en termes de goût. Généralement, quand j'en parle avec eux et que j'essaye de les convaincre d'apporter ça sur leur gamme, c'est pas des fromages qui leur plaisent et du coup, ils veulent pas en faire. Ok. Et juste pour info, ça m'a traversé l'esprit quand tu parlais du nom des données au feta, enfin au fromage type feta. Dans l'industrie de Roquefort, ils appellent ça fromage à salade. D'accord. C'est un peu péjoratif. Ouais, je sais pas, je pense que c'est le choix qu'ils ont fait. Après, ils appellent ça surtout avec le nom des marques, quoi, mais entre eux, ils parlent de fromage à salade. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je crois pas, donc on peut continuer. Ok. Alors, on continue avec les pâtes pressées. Donc là encore, on commence par parler de toute la diversité qu'on va avoir dans cette famille-là. Et on avait la question qui était posée dans un premier temps de la température de travail des pâtes pressées non cuites, demi-cuites, cuites. Donc, on fait vraiment écho à la température du lait dans la cuve. À partir du moment où on est inférieur à 40 degrés, on est dans la famille des pâtes pressées non cuites. Aux alentours de 45, demi-cuites. Et quand on est supérieur à 50, on va être dans la famille des pâtes pressées cuites. Derrière, le chauffage, il va faire qu'on perd énormément d'eau dans la fabrication et du coup, on a des produits qui sont plus ou moins humides et qui vont du coup s'affiner et se conserver plus ou moins longtemps. Derrière, sur cette grande famille des pâtes pressées, on peut aussi choisir d'avoir des soins à l'affinage qui vont être différents. On a la possibilité de faire des lavages. Donc, c'est la première photo avec l'osso errati, les raclettes, le reblochon qui va être lavé. On a également la possibilité de laisser le poil de chat, le mucor se développer pour avoir une croûte grise qui vient s'implanter. Et on a également des croûtes naturelles, fleuries, où va venir se développer tout un tas de moisissures, de levures sur nos fromages et ça va nous donner des croûtes assez hétérogènes avec pas beaucoup de soins à faire en cave. Derrière, c'est une famille qui va aussi beaucoup varier par la taille. On va avoir des petits formats de 300 grammes, des petites tomates de brebis qui vont être retrouvées à la vente. Et puis, on peut avoir des fromages plus gros. On peut avoir des meules de 6 kg et plus. Et en tout cas, en lait de brebis, c'est assez rare de trouver des fromages qui sont plus gros que ça. Mais en tout cas, on sait faire et ce serait possible de le faire. Autre possibilité, ça va être les ouvertures qu'on a à l'intérieur de nos fromages. Sur la première photo de croûte lavée, vous avez des ouvertures plutôt rondes, assez bien réparties sur notre fromage. On a d'autres fromages où on n'a aucune ouverture, où la pâte est complètement lisse et aveugle. Donc ça peut être aussi un choix du producteur de vouloir des ouvertures ou non. Sa fabrication va permettre de gérer ce point-là. Également, en termes de souplesse, on peut avoir des fromages qui sont bien différents. Donc, on peut rechercher justement des pâtes qui sont assez crémeuses ou souples, ou alors des fromages qui sont plus secs et du coup plus fermes en termes de texture.
Et ce qui est également intéressant dans cette famille-là, c'est l'aromatisation qu'il est possible de faire par inclusion. Donc là, vous avez une photo de tomes avec du poivre. On peut également avoir d'autres épices qui se prêtent bien, tout ce qui est piment, cumin. Ça va donner et apporter beaucoup de goût au fromage. Derrière, le rendement sur cette technologie-là, il est encore plus faible que pour les pâtes molles. Cette fois-ci, on est à 20 kg de fromage affiné pour 100 litres de lait de brebis transformé. Alors, l'avantage des pâtes pressées, donc c'est qu'on va avoir un temps de production qui va être plus rapide. Là, toute la fabrication, elle va être regroupée sur un jour, entre le début de la transformation du lait et puis le moulage. Derrière, en termes d'équipement, ça va être aussi relativement léger de s'équiper. On va également avoir besoin d'une cave humide pour nos pâtes pressées. Et donc, en termes d'équipement, ce qu'on va avoir besoin à minima, c'est une cuve avec un réchaud, pourquoi pas à gaz pour réchauffer notre lait, et des moules. Ce sera suffisant pour commencer une activité pâte pressée. Et ensuite, ce qui peut être intéressant pour réduire et optimiser son temps en fromagerie, ça va être de s'équiper d'une cuve à double paroi qui va nous permettre de chauffer notre lait et puis de maintenir une agitation. Donc, par exemple, pendant la maturation, il faut imaginer que notre lait il reste 1 heure à température avec une légère agitation. Donc, ça peut être intéressant d'avoir la cuve qui fait ce travail pour soi et puis nous de partir faire autre chose. Et puis pour le brassage également de notre caillé en cuve, c'est une étape qui va prendre entre 15 et une demi-heure. Donc ça peut être aussi bien d'avoir la pâle qui agite à notre place et nous permettre de faire autre chose. Également, un investissement qui peut être intéressant à avoir dès le début, c'est de penser à surélever la cuve de pâte pressée. Et en fait, ça va nous permettre de mouler par gravité nos fromages. Donc, on va avoir une vanne au niveau de notre cuve qui va laisser du coup tomber nos grains de caillé et notre sérum. Et donc, on va venir mouler par gravité directement sur nos moules. Et là, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de ne pas se casser le dos. Et c'est des gestes assez répétitifs, donc c'est intéressant d'y penser. Là aussi, vous avez une fiche technique qui recense tout le matériel utile pour les pâtes pressées non cuites. L'avantage également de cette famille et de ces fabrications-là, c'est que ça ne va pas nous demander énormément de place dans notre salle de fabrication. C'est là où on va pouvoir transformer des gros volumes dans des Algeco de petite taille sans difficulté. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on a la possibilité de délocaliser l'affinage et d'avoir une cave qui n'est pas dans le même atelier que la fabrication des tomes. Donc on peut imaginer soit avoir une cave qui est sur un village différent ou alors au rez-de-chaussée, enfin justement dans la cave de l'habitation. Donc ça nous permet d'avoir des caves traditionnelles. C'est un point intéressant. C'est une technologie également qui va être très adaptée au report de lait. Là, ça va être intéressant de transformer de gros volumes pour réduire son temps de travail. Donc, on va pouvoir imaginer peut-être transformer des tomes une fois tous les 3 jours et ne pas être en fromagerie les 2 jours suivants. Et derrière, c'est aussi une technologie qui supporte mieux que le lait soit passé au report au froid et dans le temps qu'elle est. En termes de difficultés techniques pour un débutant, c'est intermédiaire. C'est fait partie des transformations fromagères qui sont accessibles pour les novices. L'avantage également de cette famille-là, ça va être la conservation. On va être flexible pour la vente et également le consommateur va avoir le temps de consommer sa tome avant qu'elle prenne de mauvais goût. Quelques particularités également pour les pâtes pressées. Donc, c'est pour les producteurs qui font le choix d'affiner avec des croûtes lavées. Donc, le lavage de nos tomes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous permet effectivement d'avoir des croûtages qui sont très jolis, orangés,
mais c'est du temps passé à l'affinage. Donc un exemple pour les pâtes pressées, on recommande au début d'affinage de faire un soin et un lavage 3 fois par semaine. Ensuite, passé le démarrage, on va pouvoir espacer les lavages à 1 à 2 fois par semaine. Et juste avant la fente, on va plus faire qu'un seul frottage, lavage par semaine. Donc derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on choisit de laver nos fromages, ça va nous demander du temps en cave. Et on le sait, souvent l'affinage, ça va être l'étape qui va être la moins faite rigoureusement par les producteurs. Et si on manque un peu de soins, on va avoir des taches, des défauts d'aspect qui vont apparaître sur les fromages. Des taches noires, des choses pas forcément très jolies, sans gros impact sur le goût, mais ça va se voir. Autre particularité, ça va être de choisir de saler le lait en saumure. Donc la saumure, ça va être une solution qui est presque saturée en sel. C'est utilisé pour les fromages enzymatiques. Donc on peut choisir de saler notre lait pour les pâtes pressées, les pâtes molles, et on a même certains bleus qui vont le tolérer. Donc la saumure, ce qu'il faut faire, c'est qu'elle ait un équilibre avec notre fromage. Donc on va venir la préparer pour qu'elle ait la bonne teneur en sel, la bonne acidité avec une valeur de pH qui soit celle du fromage, et aussi un taux de minéraux qui soit défini. Derrière, c'est intéressant de saler en saumure uniquement pour les producteurs qui ont des gros volumes à transformer. À partir du moment où on a quelques tomes à saler, on se rend compte que, en termes de temps de travail, c'est plus simple de saler au gros sel nos fromages que de préparer, entretenir, contrôler la saumure. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui sont écrites sur cette partie-là? Alors, mon stagiaire pose beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de questions d'Emmanuel. En pâte pressée, le report de lait est-il possible en lait cru? Bien sûr. Il n'y a pas de problème sanitaire parce que tu parlais tous les 3 jours. Et moi, j'avais le sentiment que c'était tous les jours la transformation en Osuirati, par exemple. Alors, c'est conseillé d'éviter le report de lait. Effectivement, pour des questions sanitaires. Par contre, si notre lait de départ, il est conforme et que derrière le report, il est bien fait, on arrive à transformer tous les 3 jours en lait cru sans difficulté. Okay. Peut-être pas tous les producteurs, mais certains y arrivent. Donc non, faut pas hésiter sur ce point-là. Une deuxième question, le lactosérum est-il fréquemment réemployé? Si oui, comment? Alors effectivement, le lactosérum sur les pâtes pressées, il est assez riche, et souvent en brebis, on va avoir la fabrication de brousse qui va être faite, donc on va en parler juste après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en pose plus, j'en pose trop. Parce que c'est intéressant. Moi, je prends plein de trucs, ouais. Bon, pas de questions, donc on peut continuer. Alors, on enchaîne justement avec la brousse de lactosérum. Alors, en termes de diversité, on va commencer avec tous les noms qu'on peut retrouver pour désigner la brousse. Donc, on va avoir un premier tableau avec, sur une première colonne, le nom des produits. Ensuite, on va avoir l'espèce laitière justement associée à ces noms. Une indication sur la matière première qui est utilisée, savoir si c'est du lait, du sérum ou un mélange des deux. Donc, brousse, c'est un terme générique qu'on va pouvoir utiliser pour toutes les espèces, et ça permet de parler aussi bien de la brousse faite à partir de lactosérum que la brousse faite à partir de lactosérum plus du lait. Derrière, on a un AOP qui va être connu en Corse, le Bruccio.
Donc cette fois-ci, c'est fait à partir soit de lactosérum de brebis, soit de lactosérum de chèvre, ou même un mélange des deux. Et très souvent, dans le bruccio, on vient rajouter du lait dans notre sérum. Ça nous permet derrière d'améliorer un petit peu le rendement et puis également l'onctuosité, le crémeux du produit. On retrouve également, en fonction des régions, d'autres termes et non pour la brousse. Donc le sérac, ça va plutôt être retrouvé dans la partie alpine, avec principalement du sérum de vache. Le greuil en Pyrénées est donc du coup plutôt associé à du lactosérum de brebis. Et enfin, en Italie, la brousse, on va la retrouver pour le terme ricotta. Donc c'est vraiment l'équivalent de notre brousse à nous. C'est le même mot. Derrière la brousse, le schéma de fabrication, donc on va avec notre lactosérum ou notre lait et on va venir chauffer notre matière première. Donc pour le chauffage, on va monter aux alentours de 88 degrés. Et la recommandation, c'est d'avoir un chauffage qui soit assez progressif et une montée en température assez longue. Là, le chauffage, il va nous permettre de venir récupérer des petits flocons dans notre sérum. Et en fait, c'est les protéines solubles, également appelées protéines sériques, qui sont justement présentes dans le sérum, qu'on va venir justement dégrader et qu'on va pouvoir récupérer en chauffant. Une fois qu'on a eu ces flocons qui apparaissent, on va maintenir et laisser cuire notre chaudron pour avoir un gâteau, une épaisseur de brousse qui va venir se former. Et une fois que l'épaisseur est suffisamment ferme et dense, on va venir pouvoir récolter, mouler notre brousse dans des moules plutôt drainants. On va les laisser s'égoutter, même pas une demi-heure sur la table d'égouttage. Et puis ensuite, on va pouvoir conditionner ces produits-là. Alors, l'intérêt de la brousse de lactosérum, c'est que ça nous permet derrière de valoriser la matière grasse et les protéines solubles qui étaient contenues dans le lactosérum, parce que le lactosérum, c'était plutôt du coup un coproduit et un déchet de la fabrication fromagère. On arrive à faire de la brousse de lactosérum uniquement avec des lactosérums qui sont riches et non acides. Donc, on ne pourra pas faire de lactosérum à partir de notre fabrication de fromage lactique. Et les lactosérums les plus riches, c'est principalement ceux issus des pâtes pressées. Mais les pâtes molles, ça peut être aussi intéressant. Ils sont un peu moins riches en matière grasse, mais souvent, on fait quand même de la brousse avec les pâtes molles. La possibilité d'ajouter du lait frais dans notre lactosérum, un ordre de grandeur, pour le bruccio, ils incorporent 30% de lait frais dans le lactosérum de départ et derrière, ça va être proportionnel et ça va nous permettre d'améliorer le goût et l'onctuosité de notre produit fini. Vous avez un rendement moyen uniquement avec le lactosérum de brebis. Avec 100 litres de lactosérum, on arrive à faire en moyenne 7 kg de brousse. Donc, c'est un rendement qui est très faible, hein, mais il faut se rappeler que le lactosérum, c'était plutôt un déchet ou un coproduit. En termes de temps de production, c'est quelque chose qui prend du temps, mais qui ne demande pas de surveillance. C'est-à-dire qu'on va laisser chauffer tranquillement la cuve et puis nous, on va aller faire autre chose en fromagerie. Donc, ça met peut-être 1 à 2 heures avant de chauffer, mais ça ne demande pas de surveillance. Et par contre, ce qui est à noter, ça va être le coût énergétique pour chauffer notre brousse à 88 degrés. Donc, c'est pour ça que sur les photos précédemment, vous avez vu du feu de bois, parce que on s'est arrangé pour faire la brousse à la maison au-dessus du feu. Donc, il faut penser quand même au gaz ou à l'électricité qui va être nécessaire pour chauffer autant de matière à 88 degrés. Derrière, en termes d'équipement de fabrication, c'est pas grand-chose, hein. On peut se resservir des équipements pour les pâtes pressées pour faire notre brousse. C'est très accessible pour un débutant. Et ensuite, la brousse, ça va être un fromage donc, qui va être périssable. Donc, on va lui apposer une DLC. La filière recommande 7 jours. Et
très vite, on va avoir une perte de goût et de qualité si on dépasse les 3 jours de fabrication. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare de la brousse à façon. Peut-être on la fait juste avant le marché pour être sûr de sortir des produits qui sont tout juste faits pour la vente. Est-ce qu'il y a des questions du coup pour cette Oui. brousse? Françoise, là, je voulais savoir, normalement, le lactosérum, on n'a pas le droit de le rejeter dans le milieu. Et une fois qu'on fait de la brousse, est-ce que ce qui reste, on peut le rejeter dans le milieu ou avec les trucs à roseau, là, les épurations à roseau ou pas? C'est toujours pas l'idéal, non. C'est pas l'idéal. Donc, après, qu'est-ce Non. qu'on en fait? Soit c'est le pouzzolane, soit on le donne aux animaux. Effectivement, sur le lactosérum, il faut mieux avoir une valorisation animale. Même après la brousse. Ouais. D'accord. Après, ce qui peut se faire aussi, c'est le compostage, mais il n'y a pas beaucoup de références. Donc, je sais que c'est une pratique qui est beaucoup, beaucoup répandue en région PACA de venir composter le lactosérum sur le tas de fumier, mais on flirte toujours un peu avec la réglementation et la légalité. La brousse, on peut l'affiner aussi, non? Parce que en Corse, ils font le brooch pass, qui est un brooch affiné quelques jours, non? Effectivement, il y a la possibilité de l'affiner. Dans ces cas-là, sur la fabrication, on va avoir une cuisson, un égouttage qui va être un petit peu plus important, un salage et puis derrière un affinage sur ce produit-là. Mais c'est plus compliqué à faire parce que moi, j'ai jamais trop vu ce type de fromage et j'ai le sentiment que c'est pas très répandu, même en Moi Corse. non plus, j'en ai jamais vu affiner. Dans la vallée de la Vésubie, donc dans le département des Alpes-Maritimes, c'est des pratiques qui sont encore un peu répandues en lait de vache, mais ça se perd. Et derrière, je suis pas sûre aussi que le consommateur, il ait l'habitude et qu'il connaisse ce type de fromage-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut continuer. Alors, si on continue, on va quitter l'univers de la fromagerie et cette fois-ci aux produits laitiers frais. Donc, on va commencer tout de suite avec le lait destiné à la consommation. 2 possibilités pour les producteurs. La première, ça va être de vendre du lait cru ou alors de le pasteuriser en vue de la vente. Alors, dans le cadre de la vente du lait cru, ce qu'il faut savoir, c'est que réglementairement, c'est assez lourd à mettre en place. Il faut, avant de vendre du lait cru, obtenir l'autorisation préfectorale de le faire. Et donc, vous allez, sur l'arrêté que vous avez en lien, voir toutes les spécificités justement liées au lait cru. Derrière, ce qui est délicat, ça va être la DLC sur ce produit-là. On va devoir le consommer dans les 3 jours. Et ce qu'on déconseille, ça va être de mélanger des traites parce que du coup, ça va raccourcir la DLC de la vente du lait cru. Le producteur a la possibilité sur le vendre en vrac. Donc, le consommateur viendrait avec son conditionnement et viendrait conditionner lui-même son lait au magasin ou à la ferme. Il a la possibilité également de le conditionner son lait. Et dans ces cas-là, il faut un conditionnement avec un témoin d'ouverture. Et ce qui fait mal et ce qui freine la vente de lait cru, ça va être la fréquence des autocontrôles. Si on lit l'arrêté et la réglementation, il faut à minima faire 2 autocontrôles par mois, donc soit sur le critère flore totale, soit sur un autre critère choisi par le producteur. Donc ça peut être la listeria, la salmonelle ou alors les coliformes Escherichia coli. Et ce qu'on observe également sur le terrain, c'est que cette fréquence d'autocontrôle, des fois, elle n'est pas forcément respectée.
Et on a des tolérances en fonction des départements et des régions. Ça peut être une seule fois par mois. C'est vraiment très variable en fonction des territoires. Deuxième possibilité, et cette fois-ci beaucoup plus simple d'un point de vue administratif, ça va être de faire et de vendre du lait pasteurisé. Dans ces cas-là, le barème de pasteurisation, ça va être à minimum 72 degrés pendant 15 secondes. Et on va être obligé, ce lait pasteurisé, de le vendre conditionné, parce que derrière, il y a justement des risques de recontamination pendant la mise en bouteille, donc le consommateur ne peut plus le faire. Et donc, on trouve soit des bouteilles, soit des poches à lait qui sont adaptées à la vente de lait. Derrière, là, l'avantage, c'est que la DLC, elle augmente. La filière recommande d'être égale ou inférieure à 10 jours. La curiosité sur le lait de brebis, et en tout cas, c'est ce qu'on observe en région PACA, c'est qu'il y a très peu de producteurs qui choisissent de vendre du lait de brebis aux consommateurs. Et en fait, l'explication qu'ils apportent, c'est le prix de vente du lait. Derrière, la valorisation du lait à la ferme, elle est bonne, et du coup, il faudrait vendre à minima pour eux le lait à ce prix-là. Et puis, ce qu'ils observent aussi, les producteurs, c'est qu'à partir du moment où ils vendent du lait de brebis, il y a beaucoup de consommateurs qui sont tentés par faire à la maison des yaourts. Donc, ça peut leur faire concurrence sur d'autres produits de leur gamme. Donc, c'est très peu répandu chez nous. Je suis intéressée du coup pour savoir si vous, dans votre réseau, c'est des choses qui se font. Alors, parmi les gens autour de la table, il y a peut-être Juliette qui peut répondre. Juliette, est-ce que tu as déjà vu si elle est encore là d'ailleurs, est-ce que tu as déjà vu des éleveurs qui vendaient du lait en bouteille? Non, moi j'ai pas vu d'éleveur qui vendait du lait en bouteille. Enfin, si, j'en ai une qui a fait l'an dernier, mais c'était pas très rentable. Elle a essayé et puis il n'y a pas eu le marché, donc elle a arrêté. Et j'ai 2 autres qui ont voulu s'y mettre, mais en fait, quand on leur a donné la procédure avec l'équipe circuit court, justement, avec, comme tu le disais, Colline, toutes ces autorisations à demander, en fait, ils ont renoncé parce que ils voulaient faire ça plutôt temporairement et que c'était trop d'investissement pour les démarches administratives, on va dire. Sachant qu'il y a des industriels qui se sont lancés quand même dans la vente de lait de brebis en briques, lait demi-écrémé, avec une question autour de la définition du demi-écrémé en lait de brebis. Ouais, mais tu vois, moi, ce que je me pose des questions sur ce produit-là, parce que ce soit au niveau fermier ou au niveau industriel, on voit bien que le lait conditionné, il y en a déjà pas beaucoup qui sont vendus sur le marché, que ce soit en GMS ou autre, et ça décroît d'année en année, quoi. En lait, c'est nouveau, hein, les briques de lait de brebis, ça a moins de 5 ans. Hein. En GMS. En GMS, oui, mais de lait, en fait, c'est Lactalis, c'est le Petit Basque, à ma connaissance, il y a eu aussi... Lactalis, ouais, j'ai vu, mais c'est un truc, quand tu regardes les tendances de conso, alors en caprin, ça existe depuis un peu plus longtemps, Ouais. mais il me semble avoir vu en brebis aussi, où le marché n'est pas porteur du tout, quoi. Enfin, il n'y a pas de demande, on va dire. Après, C'est une niche, mais d'après les responsables de laiterie, qui se porte plutôt bien quand même. Mais c'est une niche, d'accord. hein, c'est un petit créneau. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres expériences? D'autres connaissances? Alors, on va poursuivre et on va rentrer encore plus dans la niche avec cette fois-ci le beurre et la crème au lait de brebis. Du coup, le schéma de fabrication, donc, il est présenté ici. Donc, on commence avec notre lait frais qu'on vient écrémer. Donc, l'écrémage, il faut le faire sortie traite ou au moins à 35 degrés pour justement séparer la crème de notre lait écrémé. Cette crème, on va faire une maturation biologique, donc une fermentation de cette crème-là, et on va faire une maturation physique
donc avec un refroidissement de notre crème. Tout ça en vue de préparer l'arrêtage. Donc c'est cette étape de fabrication où on va avoir une inversion de phase et un passage de la crème au grain de beurre. Ces grains de beurre, ensuite, on va devoir les malaxer et les rincer pour justement concentrer le beurre et puis permettre qu'il se conserve plus longtemps dans le temps. Donc une fois que le malaxage est terminé, on va pouvoir éventuellement le saler et puis ensuite le mouler et l'emballer. Derrière, c'est des produits qui se conservent et se stockent au froid et vous avez une fiche de fabrication sur la fabrication du crème et du beurre qui vous est présentée sur cette fiche technique. Donc derrière, sur cette fabrication-là, on va générer 2 types de coproduits, notre lait écrémé et notre bas beurre. Et quand on va parler des rendements, vous allez voir pourquoi on en trouve peu à la ferme. Donc derrière, ce qu'on sait, c'est que pour fabriquer 1 kg de beurre de brebis, on va avoir besoin en moyenne de 12 kg de lait entier de brebis. Ça va nous générer 2 kg de crème et 10 kg de lait écrémé. Derrière, on obtient avec 2 kg de crème, 1 kg de beurre et 1 kg de bas beurre. Et le bas beurre, ça va ressembler à un lait écrémé fermenté. Donc derrière, on a un rendement qui est assez faible et derrière, on obtient énormément de lait écrémé qu'il va falloir valoriser si on veut se lancer dans cette fabrication. Derrière, il y a une possibilité, chose qui est assez répandue en Savoie sur le lait de vache, c'est le fait d'écrémer pour récupérer la matière grasse. Donc, si on fait une fabrication de pâte pressée, on va venir filtrer le lactosérum. On va venir ensuite l'écrémer dans notre écrémeuse, la même que pour la fabrication de crème de lait. Et on va obtenir, donc on avait fait l'expérience, nous, avec 120 litres de lactosérum de brebis, 1 kg de beurre de brebis. Donc derrière, ça nous permet, avec ce lactosérum là aussi qui n'était pas forcément valorisé, d'en faire de la crème et du beurre. Derrière, d'autres explications au fait qu'on ne voit pas beaucoup de beurre et de crème de brebis, ça va être le temps de production. Là, en soi, c'est vraiment le nettoyage de l'écrémeuse qui prend énormément de temps. Il faut imaginer qu'une écrémeuse, c'est un appareil où on a un enchaînement d'assiettes, donc de petits séparateurs, et que tout ça va être très gras et que ça va prendre du coup énormément de temps à nettoyer. En termes d'équipement également, on va avoir besoin d'une écrémeuse et d'une baratte, qui sont des équipements qui sont assez onéreux. Il faut compter au moins 1 000 à 3 000 € pour l'écrémeuse et la même chose pour la baratte. Derrière, ça ne prend pas forcément de place dans la salle de fabrication. C'est relativement technique pour un débutant. En fait, la difficulté, ça va être de faire un beurre qui soit suffisamment égoutté pour pas trop qu'il rancisse pendant la conservation. Et justement, la conservation, la DLC en moyenne, c'est 15 jours quand on a un beurre qui est peu acide ou alors une crème épaisse, et ça peut être prolongé jusqu'à 22 jours si l'acidité du beurre elle est plus basse et qu'on dépasse le seuil de 4,7. Donc nous, pour vous donner en région PACA, on a un seul producteur qui propose de la crème épaisse de brebis. Sinon, ce n'est pas des produits qui sont développés. Il y a des producteurs par chez vous qui se sont lancés? Alors, c'est pareil, Juliette, je sais pas si tu as des producteurs qui ont... Pour le coup, beurre et crème, non, j'ai jamais vu. J'ai plein de spécificités, mais pas celle-là. Et
Ouais, les autres qui suivent des élevages, je sais pas, peut-être Rodolphe, je sais pas si tu as. Manifestez-vous hein, si vous avez déjà vu du beurre ou de la crème de brebis sur les marteaux. Non, c'est un truc que j'ai pas encore vu. Et pourquoi pas après tout, parce que j'en ai qui ont des idées parfois. C'est ça. Voilà. Les industriels, toujours de Roquefort, avaient essayé à un moment. Je sais que Papillon avait fait, mais je ne sais pas s'ils font toujours. Ouais. Bon, en tout cas, je vous conseille de décourager les producteurs qui auraient cette idée. C'est pas forcément pertinent. Ouais. Ensuite, du coup, on va changer de famille et dans ces cas-là, tout le monde va avoir des producteurs qui se sont lancés. Donc, c'est la grande catégorie des produits laitiers fermentés. Donc, on va retrouver à l'intérieur le yaourt qui est un type précis de lait fermenté. Derrière, en termes de diversité, on va avoir beaucoup de choix. Donc, ça peut se faire sur la texture. On va avoir des yaourts qui peuvent être fermes, brassés ou même des yaourts à boire. Sur les aromatisations aussi, on peut avoir énormément de choix et de diversification. Donc, on a forcément les natures, les sucrés. On peut avoir des aromatisations avec des infusions, de la vanille, du zeste de citron. On peut également avoir des macérations de notre lait avant d'en faire du yaourt avec pourquoi pas des fleurs, de la lavande. On peut également utiliser des arômes liquides. Donc, ce serait peut-être soit des arômes liquides du commerce ou alors des huiles essentielles. Et on peut également retrouver des confitures ou des préparations de marrons, de miel pour faire des yaourts pardon, qui sont en bicouche ou alors des yaourts qui sont brassés justement avec ces préparations de fruits ou de crème de marron. Derrière, vous avez également la possibilité de faire varier le taux de matière grasse. On n'est pas obligé de faire des yaourts au lait entier, on peut en faire avec du lait qui est partiellement écrémé ou totalement écrémé. Vous avez également le choix sur le type de conditionnement. Ça peut être intéressant de quitter le pot individuel pour des formats justement familiaux, ou alors même des seaux pour les collectivités, les restaurateurs. Et pour le conditionnement, la possibilité aussi de mettre en place une consigne qui derrière va demander une logistique différente pour le producteur. Le gros avantage des produits laitiers frais, donc ça va être le rendement. On est proche des 100%. On a une légère perte de matière au moment du conditionnement. Et donc derrière, avec 1 litre de lait de brebis, on va faire 1 litre de yaourt. Et donc si on raisonne à l'échelle du pot individuel, c'est des produits qui font généralement 125 grammes et on va être capable de faire 8 pots de yaourt. Vous avez ensuite la fabrication du yaourt qui est présentée. Donc, on va commencer avec un lait frais, avec la possibilité de le standardiser. Donc, ça va être le fait de l'écrémer ou non. On peut choisir et également le lait de brebis, de le couper un peu à l'eau. C'est des choses qui se disent pas, mais qui se font surtout en fin de lactation, où on va avoir des taux justement qui s'envolent. Ça peut être intéressant de les couper à 10-20% avec de l'eau pour faire en sorte que le yaourt il reste digeste et pas trop épais et écœurant. Ensuite, dans tous les cas, on va avoir une pasteurisation de notre yaourt, un refroidissement aux alentours de 50-45 degrés pour le yaourt ferme. Une fois que notre lait est refroidi, on va l'ensemencer, donc rajouter justement les ferments du yaourt. On va pouvoir venir le conditionner en pot. Et ensuite, on va les placer donc dans une étuve, dans une pièce où on va avoir justement une température élevée aux alentours de 45 degrés. Le temps d'étuvage, il va durer entre 3 et 6 heures. Ça va dépendre justement de la température des ferments à l'intérieur. Et finalement, on va les sortir de l'étuve dès qu'on a obtenu notre gel et la texture de yaourt. Une fois que la texture est obtenue, on va pouvoir les refroidir et puis commercialiser dans la foulée.
Pour les yaourts brassés ou les yaourts liquides, ça va être les mêmes étapes, mais pas dans le même ordre. Donc, on va revenir au moment après la pasteurisation où on a refroidi notre lait. On va venir là aussi rajouter les ferments du yaourt. On peut choisir de les étuver soit à 32 degrés, soit à 44 degrés. On va les laisser du coup travailler dans les tubes, se fermenter, s'acidifier pour obtenir notre gel. Une fois que le gel est obtenu, on va venir délicatement le brasser. À ce moment-là, on va pouvoir le mettre en pot et ensuite le refroidir en vue de la vente. Donc ça, c'était le schéma de fabrication que vous retrouvez également là sur une fiche technique sur la fabrication des yaourts. Et donc sur toutes les aromatisations que je vous ai données tout à l'heure, en fonction du type d'arôme qu'on va utiliser, on va plutôt le faire à telle ou telle étape. Donc par exemple, pour tout ce qui était macération avec des fleurs, ça va être plutôt sur notre lait frais. Les infusions à partir de zeste de citron ou de vanille, ça va plutôt se faire au moment de la pasteurisation, justement pour profiter de la chaleur pour faire infuser les arômes. Alors que sur les huiles essentielles, on va plutôt pouvoir les rajouter justement au moment du conditionnement en pot. Alors, ensuite, avantages, inconvénients pour les producteurs. Donc, le temps de production, c'est relativement long de fabriquer ces yaourts parce que le rendement est bon. Donc, derrière, ça fait du volume à transformer. Et le point qui est relativement long dans cette production, ça va être le conditionnement. Donc, là, pour les producteurs, il y a deux possibilités pour réduire ce temps-là. La première, ça va être d'investir dans une conditionneuse, plus ou moins automatique. Également, et ce qui va coûter moins cher pour réduire le temps de conditionnement, ça va être de privilégier les gros formats ou la vente en vrac. Le fait de faire des yaourts en seau ou alors des formats familiaux, ça permet de réduire le temps de conditionnement. Derrière, pour les équipements qui sont nécessaires pour les yaourts, il faut s'équiper. À minima, il va nous falloir un pasteurisateur. Donc, une étuve, c'est la pièce ou l'armoire qui nous permet justement de maintenir les 45 degrés. Et un réfrigérateur. Vous avez la possibilité d'avoir des équipements qui sont bricolés, détournés, en tout cas qui ne sont pas achetés neufs. C'était le cas pour une étuve. Vous avez les références pour aller consulter une fiche technique qui permet aux producteurs de transformer un ancien frigo en étuve à yaourt avec un système de chauffage et de sonde de régulation. Pareil, le pasteurisateur, ça peut être tout simplement un système de bain-marie avec une cuve et un réchaud à gaz. Ce n'est pas forcément des équipements dédiés pour la fabrication des yaourts. Sur la taille de fabrication, ça va prendre de l'espace de fabriquer ces yaourts. C'est une technologie qui est pas forcément très adaptée au report de lait. Ça peut être intéressant d'en faire parce que derrière, ça nous permet de transformer une seule grande cuve de yaourt et du coup de réduire un peu le temps en fromagerie. La crainte cette fois-ci sur le report du lait, c'est pas trop l'équilibre microbiologique, c'est plutôt le goût du lait. Ce qu'on sait, c'est qu'avec le temps, le lait, plus il passe de temps dans le tank, plus il va avoir un goût fort, justement animal, brebis. Et derrière, sur un yaourt nature, on peut avoir justement des goûts brebis qui sont assez forts. Donc si c'est le cas du producteur, ce qu'il faut faire pour lui, c'est de transformer un lait frais. Et si derrière, il n'a pas de problème de report, il peut facilement faire du yaourt tous les 3 jours et stocker son lait. L'avantage, c'est que c'est une fabrication qui est accessible pour les débutants. C'est du fait que ce soit un produit qui est pasteurisé puis fermenté. C'est un produit qui est assez stable et facile à réussir. Et l'avantage également, ça va être sur la conservation de ces produits-là. Donc, on va retrouver une DLC, mais cette fois-ci qui est recommandée par la filière de 21 jours ou moins. Donc, ça va permettre d'être flexible sur la vente et la commercialisation. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour cette catégorie-là, yaourt et lait fermenté? Oui, moi j'avais une question. On a vraiment le droit de couper le lait avec de l'eau pour faire des yaourts d'un point de vue réglementaire?
Je pense que la réglementation n'a pas imaginé que c'était possible. Ouais, d'accord, ok. Ça me serait Donc, jamais venu à l'idée que quelqu'un faisait ça, mais d'accord. nous, on le recommande et l'idée, c'est quand on voit quand même l'évolution des taux Mm. de matières grasses, de protéines, en fait, c'est juste revenir au début, au milieu de l'alimentation, c'est pas forcément une fraude, en fait. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais ok. Et est-ce que du coup, ils doivent l'indiquer dans ces cas-là? Le discours qu'on a, nous, c'est de ne pas l'indiquer parce que c'est quelque chose qui est ponctuel. Ça veut peut-être être sur le dernier mois qu'on va mettre en place cette pratique-là. Donc, du coup, on ne va pas changer l'étiquette pour un mois de fabrication. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça se justifie peut-être en brebis du fait de... Voilà, c'est ça, c'est ponctuel. Et puis après, ce ne sera pas forcément nécessaire pour des producteurs qui ont plusieurs lots. Là, l'idée d'avoir plusieurs lots, du coup, le lait, il est quand même dilué avec tous ces lots et on ne va pas avoir des écarts dans la saison qui sont aussi marqués. Ouais. Et le fait de diluer son lait aussi, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire sur les technologies fromagères. On a en fin de saison des difficultés à transformer. Et, une astuce, ça va être de couper un peu le lait à l'eau avant de commencer la fabrication. Ah ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur les produits laitiers? A priori, je ne vois pas bouger, donc on doit pouvoir continuer. Alors, on poursuit et cette fois-ci, on passe dans les catégories des desserts lactés, où la réglementation a défini 14 types de desserts lactés différents avec définition et réglementation particulière. Donc, on a la première catégorie avec les laits emprésurés. On en avait parlé tout à l'heure, c'était la marque Saint-Malo qui propose, vous avez les deux premiers, la première photo, un lait emprésuré, donc c'est un peu la texture d'un flan. Donc ça, c'est un lait qui est pasteurisé et ensuite, on est venu mettre une goutte de présure pour obtenir ce gel-là. On peut le retrouver nature. On a un produit typique en région PACA, ça va être la brousse du Var. Et en fait, elle porte très mal son nom. C'est pas du tout une brousse, c'est un lait emprésuré de brebis nature. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça a le goût de brebis, ça a une texture un peu de brousse, un peu plus ferme. C'est possible également sur ces laits emprésurés-là de venir les aromatiser, les sucrer. Donc là, on a l'exemple sur la photo du caramel. C'est possible aussi d'en avoir à la vanille, au chocolat sur ces desserts lactés. On trouve également, et c'est assez proche des laits emprésurés, ça va être les laits gélifiés. Là aussi, on va avoir une texture de flan. Donc, ça va être des laits qui sont sucrés, aromatisés la plupart du temps. Et cette fois-ci, le gel, il n'est pas obtenu avec de la présure, mais avec d'autres types de gélifiants ou d'épaississants. Généralement, on mélange quand même plusieurs types de gélifiants et d'épaississants pour avoir la texture qui nous plaît bien. Et là aussi, ça va se faire sur un lait qui a été préalablement pasteurisé. On retrouve la troisième catégorie, donc c'est un lait gélifié avec une crème fouettée par-dessus. Donc là, ça va être notre liégeois. On a ensuite en quatrième catégorie, ce qui est les crèmes dessert. Donc là, on va avoir un taux de matière grasse qui est plus important que sur les premières catégories. Et là aussi, ça va être des produits qui vont être sucrés, aromatisés et puis travaillés avec l'aide de texturants et d'épaississants. On retrouve également d'autres types de produits qui ne sont pas forcément retrouvés à la ferme. On va avoir tout ce qui est mousse au chocolat, au caramel, ce qui est crème brûlée également. Des huiles flottantes, ça va rentrer dans cette catégorie des desserts lactés. Gâteau de riz, gâteau de semoule à partir de lait, des œufs au lait, des flans aux œufs, des crèmes caramel, du riz au lait, crème aux œufs. Tout ça, ça va rentrer dans cette catégorie-là avec
une réglementation qui est un petit peu stricte et, sur ces... Si on Est-ce regarde qu'il y a, maintenant les diag... Pardon. oui, est-ce qu'il y a des... Parce que tu connais des éleveurs qui font ça? Qui font tout Alors, ce genre de dessert? Alors, pas toute la gamme. Moi, pas mal de producteurs font du coup cette fameuse brousse du Var en nature ou en aromatisé. Et après, les laits en préjuré aussi, il y en a quelques-uns qui se sont lancés. Et sinon, il y en a beaucoup qui font soit les laits gélifiés, soit les crèmes dessert. Donc, ça va ressembler à la danette au caramel ou au chocolat. C'est quelque chose qui se fait bien. Et après, d'autres producteurs, mais dans ce cas-là, on n'est pas sur du lait de brebis, c'est le riz au lait aussi qui est souvent fait à la ferme. Ok, merci. Alors, si on regarde la fabrication, on va avoir un diagramme qui ne va pas être tout à fait de la même façon en fonction des types de produits qu'on veut obtenir. Donc, on a un tronc commun pour tous les desserts lactés. Donc, on va partir de lait frais. On va venir ajouter tous nos ingrédients liquides. Donc, ça peut être du lait, des crèmes, des arômes, des infusions aussi à ajouter avec notre lait. Ensuite, on va venir chauffer à 40 degrés et on va en profiter pour ajouter tous les ingrédients secs. Donc, le sucre, la poudre de lait, mais en lait de brebis, souvent, c'est pas utile. Et ensuite, tout ce qui va être texturant, donc gélifiant ou épaississant. On va avoir une pasteurisation qui va être assez poussée et intense. En moyenne, on est aux alentours de 85 degrés pendant 20 minutes. Quand on est dans la famille des laits gélifiés, donc ça va être nos flancs, notre brousse du Var. On va venir refroidir à 70 degrés notre lait et on va le conditionner à chaud. Une fois qu'il est conditionné, on va le laisser refroidir et le stocker à 4 degrés. Et c'est pendant le refroidissement qu'il va obtenir sa texture ferme. Pour la famille des crèmes dessert, donc là, on est sur typiquement, c'est la danette, le produit industriel de référence, avec des textures qui sont plus épaisses. On va venir, après la pasteurisation, refroidir notre lait. Et ensuite, on va venir le mixer, donc ce qu'on appelle le cisaillement. Donc, c'est un mixage avec un pied à soupe, hein, tout simplement, pendant une petite minute, pour obtenir justement la texture déjà épaisse. Et à ce moment-là, on va venir conditionner notre crème dessert. Elle est assez visqueuse et épaisse, donc là, le conditionnement, c'est facile d'en mettre partout. Et une fois que c'est conditionné, pareil, on vient le stocker à 4 degrés avant la vente. Pour les flancs aux œufs, on va avoir une étape de cuisson dans un four. Donc, on va faire notre recette qu'on va venir conditionner et ensuite, on va obtenir la texture au four. Une fois que la texture est obtenue, on va venir les laisser refroidir et les stocker à 4 degrés. Alors, là aussi, le rendement pour les desserts lactés, il est intéressant. On est à minima à 100%. Après, ça dépend justement de la liste des ingrédients qu'on a mis dedans. Ça peut augmenter le rendement. On a un temps de production qui est similaire à celui du yaourt, avec là aussi un conditionnement qui peut être long. Ce qui peut être intéressant pour les crèmes dessert, c'est justement d'avoir aussi l'agitation dans la cuve. Vous avez vu la pasteurisation, on agite pendant 20 minutes, donc si ça peut être fait à notre place, c'est du temps gagné. Le conditionnement, il peut également être réduit et automatisé. Et aussi, c'est les mêmes conseils que pour les yaourts, privilégier les grands formats ou la vente en vrac. Là, en termes d'équipement, ça va être plus léger que pour les yaourts. On va avoir besoin des mêmes équipements, sauf de l'étuve, qui sera cette fois-ci pas nécessaire. Sur la taille de fabrication, c'est similaire au yaourt. Ça va prendre un petit peu de place dans la salle. Et cette fois-ci, c'est une technologie qui est adaptée au report du lait. Derrière, ça ne nous permet pas forcément de réduire le temps de travail.
Là aussi, ça peut entraîner un goût sur notre lait, mais à partir du moment où on est sur des arômes chocolat, caramel, et ben, le goût du lait, on le sent plus vraiment dans le produit fini, donc c'est pas forcément senti par le consommateur. Là aussi, c'est accessible pour un débutant. On est plus dans l'univers de la cuisine que de la fromagerie. Il n'y a pas de fermentation, il n'y a pas de ferment justement à maîtriser, à contrôler. Et la conservation pour ces crèmes, ces desserts lactés, elle est aussi relativement longue. Ça va dépendre des types de produits, mais on flirte avec les 21 jours de DLC. Est-ce qu'il y a des questions sur cette famille-là? Pas pour l'instant. Est-ce qu'il y en a dans l'assemblée? Non, j'ai pas l'impression. Ça marche. Alors, on va terminer avec la dernière famille et cette fois-ci, on va parler du coup des glaces. Donc là aussi, en termes de diversification, on peut avoir sur nos glaces différents parfums et aromatisations à faire. Un peu les mêmes aromatisations pour les yaourts avec des infusions, des macérations de plantes ou alors des arômes. Cette fois-ci, on va pouvoir incorporer des biscuits, du spéculoos, peut-être des raisins imbibés de rhum, des confitures également ou des fruits frais qui vont être possibles d'ajouter à la glace. On va pouvoir aussi jouer sur le conditionnement avec soit des conditionnements qui sont en pots individuels, dans des pots pour familiaux. On peut également avoir un conditionnement à la boule de glace ou alors en bâtonnet glacé pour de la vente directe. Et il y a également la possibilité de faire des glaces à l'italienne. Donc, on a le cornet de glace qui sort directement de la turbine à l'italienne pour tout de suite consommer la glace. Derrière, la glace, ça va être assez différent de ce qu'on a vu précédemment. Un des points clés pour obtenir une bonne glace, ça va être d'obtenir un mélange, un mix qui soit équilibré. Et pour ce faire, on va devoir jouer sur 4 propriétés de notre mélange. On va devoir respecter une fourchette sur l'extrait sec, donc le taux d'eau de notre mix, sur le taux de matière grasse également de notre mélange. Il va falloir également respecter l'extrait sec dégraissé laitier, donc tout justement les protéines, le sucre du lait qui est apporté par le lait. Et également contrôler le pouvoir sucrant de notre glace. Donc derrière, on va devoir jouer avec tous les ingrédients de notre glace pour avoir un mix qui soit équilibré. Et derrière, ça se traduit souvent par l'ajout de crème, de poudre de lait, également de sucre. C'est pas forcément d'ailleurs que du sucre de table. On va pouvoir avoir du glucose, du dextrose qui vont rentrer dans la liste des ingrédients. Et c'est pour ça que derrière, le lait de brebis, il est intéressant pour la formulation de glace parce que c'est un lait du coup qui est bien plus riche que le lait de vache et de chèvre. Et du coup, on a moins forcément besoin de faire intervenir de la crème ou de la poudre de lait pour avoir un mix qui est équilibré. Donc, on arrive sur certains parfums, par exemple celui au chocolat, à n'avoir que notre lait, notre chocolat et notre sucre. Et du coup, ça fait des formulations qui sont réduites et derrière des produits qui sont très qualitatifs. Donc là, vous avez un exemple de mix à la noisette, donc pour une glace au lait de brebis et à la noisette. Donc pour ce mix-là qui est équilibré en extrait sec, matière grasse, extrait sec dégraissé et pouvoir sucrant, vous allez avoir besoin de 2,1 kg de lait de brebis, de 400 g de saccharose, donc c'est le sucre de table, 190 g de glucose. Donc nous, on utilise, et dans la recette, c'est donné du glucose en poudre, qui est sans eau du coup. Également un stabilisateur pour allonger la durée de vie des glaces dans le temps.
Et là, on a utilisé de la purée de noisettes, donc de la purée faite 100% à partir de noisettes torréfiées. Donc, il fallait 240 grammes de purée. On obtient derrière un mix qui fait 3 kg. Et derrière, ce qu'il faut avoir en tête pour calculer le rendement, c'est que la fabrication de glace va incorporer de l'air pendant le glaçage. Et sur des équipements fermiers ou artisanaux, on n'incorpore plus de 30% d'air. On n'arrive pas à faire plus. Ici, vous avez le diagramme de fabrication des glaces qui vous est présenté. Donc, nous, on fait le choix de travailler donc, du lait cru fermier. Donc, on va élaborer notre mix et préparer tous les ingrédients secs, liquides, qu'on va ensuite mélanger et mélanger pendant la pasteurisation. On va avoir une pasteurisation obligatoire de notre glace qui va nous permettre d'épurer microbiologiquement et de bien dissoudre tous les ingrédients. Ensuite, ce mix pasteurisé, on va le refroidir et on recommande fortement de maturer la glace. Donc la maturation, ça va être un repos en chambre froide à 4 degrés du mélange pendant au moins 48 heures pour avoir une bonne diffusion des arômes et puis également pour améliorer la texture de notre glace pendant la prochaine étape. La prochaine étape, ça va être justement le glaçage, le turbinage. Donc là, on va avoir besoin justement d'une turbine à glace pour avoir le refroidissement et l'incorporation d'air dans notre mix. Une fois que le turbinage est fait, le produit va sortir glacé, prêt à être mangé. Et donc, nous, on va pouvoir le conditionner à ce moment-là. Également, un équipement qui va nous permettre d'améliorer la durée de vie des glaces, ça va être le surgélateur, ce qui va nous permettre de figer la glace sortie de turbine, qui va du coup améliorer son stockage dans le temps. Et ensuite, on va pouvoir la stocker donc, dans un congélateur domestique pendant 3 à 6 mois avant la vente. On peut la vendre tout de suite une fois fabrication, mais on peut également faire du stock en vue des beaux jours. Vous avez là aussi une fiche technique et un lien pour consulter la fiche technique qu'on a éditée sur la fabrication de glace. Derrière, ce qu'on peut lister comme avantage et inconvénient pour les producteurs, ça va être le temps de production qui est assez long pour la glace. Là aussi, le conditionnement, il est assez long. On va, surtout si on veut faire des pots individuels, on va mettre du temps à mettre cette glace rigide dans nos pots. Ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de prendre une option pour un conditionnement qui se fait directement en pot sortie turbine. Ou du coup, l'intérêt, là aussi, c'est de passer sur des grands formats ou de la vente en vrac. Pardon. En termes d'équipement, ça va être un gros frein à la diversification et la fabrication de glace. Donc, on recommande et obligatoirement, on va avoir besoin d'un pasteurisateur, d'une turbine à glace aussi indispensable. Le surgélateur, il est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Et puis, on va également avoir besoin de la stocker, cette glace, donc avec une chambre froide négative ou alors un congélateur. Derrière, une estimation de ce matériel-là pour du matériel neuf, il faut compter un minimum de 25 000 € pour le combo pasteurisateur, turbine, surgélateur et congélateur. Ça prend également de la place dans la salle de fabrication. C'est une technologie qui est pour le coup pas adaptée au report de lait parce que derrière, souvent, les équipements, c'est ceux-là qui va nous donner la quantité de lait qu'on va être capable de transformer dans la journée. Les turbines, il faut imaginer qu'on ne va pas pouvoir mettre plus de 6 litres de mix à l'intérieur et donc du coup, on va peut-être avoir une cadence qui va être à 25 litres de glace par heure. Donc, on ne va pas pouvoir en faire autant qu'on veut.
Et là aussi, il faut être vigilant sur l'âge du lait qui peut entraîner des mauvais goûts, surtout si les arômes ils sont relativement neutres. Je pense à la glace à la vanille, ça va se sentir si le lait est âgé dans le produit final. En termes de difficultés techniques pour un débutant, c'est intermédiaire. La grosse étape délicate, ça va être de savoir formuler son mix. Donc, justement, de l'équilibrer sur les différents indicateurs à respecter. Et à partir du moment où les recettes, elles sont mises en place et qu'elles fonctionnent, c'est accessible et facilement délégable de fabriquer des glaces. Derrière, sur la conservation, c'est intéressant. On va être sur des dates de durabilité minimale avec des recommandations qui vont aller de 3 à 12 mois. À partir du moment où on a un surgélateur et qu'on s'autorise à utiliser des stabilisants pour la glace, on va pouvoir justement aller sur des dates de durabilité qui sont plus fortes et aller jusqu'à 12 mois avant que la glace ne devienne mauvaise. Vous avez ici une photo justement d'un atelier qui fait uniquement de la glace. Donc, on va voir sur la photo, on a un premier tank à lait pour justement stocker le lait de brebis ou autre au frais pendant la fabrication des mix. Ensuite, on a un équipement à côté du tank. On va avoir un pasteurisateur à mix. Donc, ce n'est pas forcément un équipement indispensable. On peut très bien pasteuriser dans le pasteurisateur des yaourts ou des desserts lactés. Ça fonctionne aussi très bien. À côté, on va avoir la fameuse turbine à glace. On va venir entrer le mix par-dessus. Et ensuite, on va avoir un refroidissement et une incorporation d'air à l'intérieur de la machine. Et sur cet atelier-là, on a toute une paillasse aussi qui est dédiée plutôt pour la partie cuisine. Donc, si on veut faire nous-mêmes notre caramel, si on veut faire des noisettes caramélisées, toastées, des choses comme ça, on va pouvoir travailler sur le plan de travail. Est-ce que vous avez du coup des questions pour cette partie? Alors, il y a une question sur les glaces. Au niveau des arômes, est-ce qu'on peut tout mettre, même des huiles essentielles? Alors, les huiles, c'est assez hypocrite sur les fabrications. La réglementation n'a pas prévu ce cas de figure. Donc, officiellement, on n'a pas le droit de mettre des huiles essentielles, que ce soit dans nos yaourts, dans nos glaces. Ok. Mais on le fait, donc c'est possible. Ok. Et après, il y a une question alors, qui du coup va élargir un peu la question, enfin la discussion. C'est que sur la valorisation, on a l'impression que la glace, c'est la meilleure valorisation quand on vend à la boule. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors, c'est un débat, je n'ai pas de réponse tranchée. Effectivement, ça nous permet d'avoir une valorisation du litre de brebis qui est le plus élevé. Après, il faut voir tout ce qui a été fait pour y arriver. Ça va être le matériel à amortir. Et puis également tous les autres ingrédients qui vont rentrer dans la formulation. Donc, si on prend l'exemple du mix à la noisette, il va falloir justement acheter le sucre. Le glucose, la purée de noisette, c'est aussi très onéreux, surtout si on choisit par exemple d'être en bio ou de transformer des produits locaux. Donc, souvent, c'est exclu du calcul alors que Oui. ça coûte cher à l'investissement ou alors en consommable. Oui, ok. Du coup, ça me permet de faire une remarque, c'est que volontairement, on avait écarté le fait d'aborder la valorisation et les prix de vente quand on a préparé avec Colline, parce que
on s'était dit que, enfin, Colline avait surtout des références PACA et puis donc du coup qui sont pas forcément transposables ailleurs. Donc voilà, on avait volontairement écarté ce volet-là. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les glaces et puis d'autres questions? Parce que du coup, on arrive à la fin de la présentation, je crois. Effectivement, si ça vous va, j'arrête de partager mon écran. Ouais. Alors nous, on a des problèmes de réseau, donc on a éteint notre caméra, mais on est toujours là. Mais on avait des problèmes de débit. Donc n'hésitez pas à rallumer vos micros et faire part de vos remarques, questions, observations. Non, mais c'est vrai que la question de valorisation du lait est hyper importante. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à la filière au vin lait ou si c'est sur toutes les filières, mais les prix de valorisation du lait sont hyper variables, quoi. Moi, entre ce qui est enregistré dans les réseaux d'élevage, ça varie de, on va dire, 2 euros, 2,50 € du litre de lait pour les Pyrénées qui font essentiellement des pâtes pressées, quoi, qui font que des pâtes pressées, en faisant appel à des affineurs et pas forcément en vente directe. Et puis en PACA, les chiffres de Josine, c'est 4,50 €, 5 €, 6 € du litre. Et puis en glace, c'est vrai que moi j'ai des chiffres à plus de 10 € du litre de valorisation du lait. Alors chaque fois, c'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes modes de commercialisation, etc. Mais c'est hyper variable. Par rapport à un projet d'installation en fromager, c'est sûrement quelque chose d'hyper important à regarder. Et c'est là aussi où c'est intéressant de voir les volumes qu'on est capable de faire dans chaque technologie, parce que entre la pâte pressée ou la glace, ça va pas être le même litrage qu'on va être capable de transformer et d'absorber. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette réflexion-là dès le début, de la quantité de litres de lait produit par jour et transformé, parce que si on choisit de faire que du yaourt ou que de la glace, on sait que derrière, peut-être qu'on n'arrivera pas à tout écouler ou que ce sera trop de travail en fromagerie qu'il va falloir réduire le volume. Et sinon, moi j'avais une autre question, c'était sur un peu la combinaison entre les produits, alors c'est difficile de généraliser, mais est-ce qu'il y a des conseils ou des pratiques sur la meilleure combinaison entre les produits? Justement en termes de, enfin ce qui est le plus complémentaire en termes de temps de travail, d'équipement, puisqu'on dit souvent aux éleveurs que c'est intéressant d'avoir une gamme de produits assez diversifiée. Moi, je leur dis pas toujours ça, hein, parce que trop de produits aussi, ça démultiplie le travail et quelquefois, il y en a qui s'en sortent pas. En général, moi, je leur dis 2, 3, et après, vous verrez plus tard, pour ceux qui s'installent. Ouais, donc c'est vrai, enfin, oui, quand je disais ça, c'était plus d'un point de vue du consommateur. Effectivement, pas du tout du point de vue de l'éleveur. C'est pour ça que ma question, c'était est-ce qu'il y a soit des pratiques ou soit des préconisations sur la combinaison, la complémentarité entre les produits? Bah, nous, ce que les producteurs, ce qui est facile de faire pour élargir sa gamme, c'est de partir sur les lactiques et sur les aromatisés. C'est souvent des produits, les producteurs raffolent pas de faire des lactiques avec tous ces arômes, des choses comme ça leur parle pas trop, c'est un peu fantaisie. Mais derrière, sur le terrain, c'est des fromages qui se vendent très bien. C'est des fromages qui se vendent très bien jeunes et sans affinage. Et derrière, ça permet d'avoir une gamme qui est assez diversifiée. Et finalement, il y a pas mal de producteurs qui, au début, voulaient pas faire de lactique et en font parce que derrière, ça marche bien sans trop se fatiguer. Donc ça peut être ouais, une gamme à leur faire réfléchir, en tout cas. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou interrogations? Alors moi, j'avais souligné aussi pour des producteurs qui s'installent,
Sur les équipements, la nécessité d'avoir un lave-vaisselle professionnel. Je trouve que le lait de brebis salit énorme matériel et que sans lave-vaisselle professionnel, on a toujours un film de gras, une pellicule sur tout le matériel. Donc, ça fait partie des choses qui est pratique pour eux et qu'il faut avoir dès le début, à mon sens. Du coup, qui est plus préconisé en lait de brebis qu'en lait de chèvre ou lait de Ouais, vache? Ok. ouais, parce que Pas plus, non. Nous, on le conseille aussi, hein, parce que c'est du temps, de moins de temps de travail quand même, hein. Parce que dès qu'ils mettent au lave-vaisselle, ils mettent beaucoup moins de temps après à faire leur lavage. Donc, même chez les chèvres, bon, peut-être pas pour 30 chèvres, mais un peu plus quand même. Pour 70, c'est bon, hein. On le conseille, hein. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points?